Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle émission de l'Atelier du Code, épisode numéro 3 pour cette nouvelle année 2022. T'es bien sûr que la musique est dans le flux de stream? Ouais, ouais, elle y est, mais j'ai fait exprès de... Oh, Raphaël Brugy, j'y crois pas. Toi ici, trop bien, trop bien, ça fait longtemps. Donc pour la musique, je vais laisser comme ça et puis on verra ce que ça donne. Ah, ça fait plaisir. Un ancien, mais il y a très longtemps. Oh là là. À l'occasion, on se prendra un café. Trop bien. Bah merci tout le monde, merci tout le monde d'être présent donc pour cette troisième émission de l'année. J'ai cru comprendre que le format plaisait plutôt pas trop mal, que ce nouveau format plaisait pas trop mal. Donc je propose de continuer un petit peu dessus avec, comme d'hab, une première partie de revue d'actualité. Ce qui est cool cette semaine, c'est qu'il y aura pas trop de drama. Ma crainte, c'est de devenir le closer de la tech. C'est vraiment pas le but. Là, non, il y a il y a un petit peu plus de choses plus intéressantes, etc. Quoi d'autre à vous dire? Ouais, je teste le nouveau micro que j'ai eu à Noël, enfin. Donc, s'il y a des petits soucis, n'hésitez pas à me le dire en chat et puis on verra ce qu'on peut faire. Voilà, allez, c'est parti. Oh, salut Alex. Alors, qu'est-ce que je vous ai prévu au menu du jour? Bah, c'est parti, on va commencer par un petit truc. Je pense que tout le monde est au courant, tout le monde a rigolé et c'était vraiment cool. Ça s'est passé pendant le live ou juste avant de la semaine dernière. Et donc, Air France qui fait des tests, ce Julien qui fait des tests en prod. Voilà, c'était cocasse, ça nous est arrivé à tous. Il vaut mieux ce genre de petites choses. Donc pour faire l'histoire très courte, hein, voilà. Et le monsieur Julien qui teste les notifications, j'imagine pour une mise en prod, et qui teste directement sur la production. Tous les clients d'Air France ont reçu cette notification sur leur téléphone. Les réactions, bah, beaucoup de monde ont rigolé. Je suis un peu jaloux, moi je suis pas abonné à France, donc j'ai pas eu la notification. Ça m'aurait vraiment fait marrer, parce que planter la prod ou faire des trucs comme ça sur la prod, ça nous arrivait à tous. Et voilà, c'est plutôt marrant. Ce qui est marrant aussi, et ce qui est vraiment cool, c'est la réaction d'Air France. Là, pour le coup, ils ont bien surfé sur la vague, de façon vraiment chill, vraiment marrante, avec cette réponse. C'est bon, Julien, ça fonctionne. Vraiment classe. Bah, comment à partir d'un épisode un peu compliqué, on arrive à se faire une image positive, un petit coup de com gratos. Donc c'est stylé. Ce qui est aussi stylé, c'est les réactions en commentaire. Vous pourrez aller voir, mais voilà, les gens ils ont ressenti beaucoup d'empathie directement pour Julien. Et soit ça leur a rappelé des souvenirs à eux, bons ou mauvais, à chacun de juger. Mais surtout, ils ont pris sa défense en bah, alors les croissants pour le lendemain matin, effectivement, la classique. Donner du courage à Julien, effectivement. Ou quoi d'autre? Beaucoup de s'il vous plaît, ne lui tapez pas dessus. Voilà, ça arrive à tout le monde. Ce genre de choses, c'est ultra sympathique. Ça commençait bien la semaine. Sur le moment, en live, je recevais à côté des notifs par rapport à ça, des gens qui souhaitaient que j'en parle, mais je comprenais rien à rien. Et voilà l'histoire. Donc ça fait plaisir, un petit peu de légèreté dans ce monde de brut. Voilà comment commencer correctement la semaine. Euh, Deuxième actualité, un petit follow-up. Alors je pense que c'est la dernière fois qu'on va le faire. Nico, salut Nico. Il y a du beau monde ce soir. Waouh, bisous Nico. Deuxième chose, deuxième actu, petit follow-up, parce que j'aime bien, voilà, ça fait 3 semaines qu'on suit le sujet. Je vais pouvoir fermer l'onglet. Petit follow-up sur l'application Elise. Je pense que c'est la dernière fois que j'en touche un mot, sauf si vraiment d'aventure il se passe des choses, mais je pense pas qu'il s'y passera plus rien dorénavant, en espérant que Julien n'a pas eu de soucis ensuite et fin d'histoire. Ouais, je pense pas, je pense qu'ils sont malins côté Air France. Ils ont trop bien réagi pour ensuite mal réagir, c'est pas possible. Donc si on revient à Elise, bah, comme on avait annoncé,
il s'est pas passé grand-chose. Donc là, c'est l'écran qui est à jour. Par rapport à la semaine dernière, dans la foulée, il y a eu rapidement 9 PR qui sont sortis, qui ont été proposés, mais à part celle sur la licence, il n'y a rien qui a bougé. Et je pense qu'il n'y a rien qui va bouger. Il y a une 10e PR qui est apparue hier ou ce matin, je sais plus trop. J'ai un peu guetté tous les jours, mais je pense que le projet il est mort. Donc les deux personnes, hein, elles ont pris la lumière, et c'est cool quand on est jeune et qu'on crée un projet comme ça. Quelque part, ou même en tant que dev, c'est toujours l'objectif, hein, de prendre la lumière. Là, voilà, ils ont aussi pris quelques foudres. Je pense que ça les a bien calmés. Malgré qu'après, il y a eu des rapprochements et que l'histoire a assez bien fini, comme j'ai pu le raconter. Je pense quand même que quand on est étudiant, ça fait un petit peu mal de se prendre autant de taquets, autant de pression médiatique, etc. Donc là, je les vois pas forcément continuer. S'ils continuent, tant mieux. S'ils acceptent les PR, tant mieux. Mais je pense que là, on arrive à la fin de l'histoire. J'ai pas checké sur l'App Store, enfin sur les App Store, si l'application elle était toujours disponible, etc. Mais je pense qu'on est arrivé au bout du truc. Chacun il a trouvé son compte, et puis voilà, tant mieux si ça se finit comme ça. Et je leur souhaite vraiment de bien rebondir, de profiter de cette expérience pour avoir une belle carrière. Et puis voilà, bisous à tout le monde. Ok, next. Salut Tota Coco. Next. Premier gros sujet. Est-ce que j'avais d'autres follow-up? Non, pas forcément de follow-up. Alors, Dave qui dit elle ne le fut plus et fait son retour depuis 2-3 jours, l'appli. Ah, d'accord, ok, intéressant. Merci pour le follow, Kenako. Allez, on rentre directement dans le premier gros sujet qui va être un sujet coup de gueule. Ah non, pas encore. Non, c'est pas tout de suite. Ok, pardon. Alors. Ah, pourquoi c'est cet onglet-là? C'était pas ça à l'ordre. Bon, soit. Allez, on va un peu improviser. Enfin, pas tant que ça. Encore. Alors, on va commencer. Enfin, on va continuer sur un sujet qui est un petit sujet, là aussi, plutôt léger. Donc, les inscriptions pour Parcoursup viennent de commencer. Et il y a plusieurs initiatives, plusieurs personnes qui proposent de partager les parcours de l'informatique, qu'on soit dev ou autre chose, dev, PO, etc., design et compagnie. Et voilà, il y a le thread, enfin non, il y a le... Ouais, si, du coup, c'est un thread où il y a le message de Mathis, toujours lui, qui est intéressant, dans lequel il y a pas mal de parcours partagés. Il y a du beau monde qui répond, il y a des jeunes, des moins jeunes, des gens très aguerris, très reconnus, comme Stéphane Bartmeyer, qui parle de MI Plant, effectivement. Il y a des gens de chez Pix qui partagent leur parcours. Et j'ai essayé d'analyser. Alors, c'est vraiment pas simple, hein, parce qu'il y a tellement de personnes, tellement de parcours. Mais ce que je ressors quand même, c'est qu'il y a quand même pas mal de bac S. Allez, je dirais au moins un bon quart ou un bon tiers. Ouais, plutôt un bon tiers. Pas mal. Merci pour le son. Pas mal de bac S, pas mal de DUT aussi. DUT info, DUT réseau. Pas mal d'écoles d'ingénieurs. Voilà, mais après, ce qu'on peut constater, c'est vraiment sur la moitié, il y a la moitié des gens, c'est une grosse diversité de parcours. C'est vraiment intéressant. C'est aussi encourageant, je pense. J'ai pas vu tant de parcours dans les gens qui ont répondu, j'ai pas vu tant de parcours que ça en termes de reconversion, qui sera le sujet coup de gueule du soir, je pense, pour une fois. D'habitude, j'essaye d'être plutôt extrêmement nuancé, mais là, c'est un sujet qui me tient à cœur, dont j'ai discuté encore vendredi lors d'un podcast live, notamment avec Nicolas Darcy, il y a aussi Nicolas Martignol et Pierre-Antoine, je sais plus son nom, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, voilà, on va reparler de ce sujet tout à l'heure, mais comme vous pouvez voir, il y a vraiment pas mal de DUT. Voilà. Il y en a pour tous les goûts, n'hésitez pas à aller vous inspirer, n'hésitez pas à partager ce message aussi aux gens autour de vous, aux jeunes qui sont en train de se positionner, en train de se positionner sur Parcoursup, etc. C'est vraiment très intéressant. Mes petites pépites, c'est ce que j'aime bien voir passer. Alors là, j'en vois pas forcément sous les yeux, mais c'est les gens qui ont fait des bacs littéraires ou qui ont fait des bacs biologie. Il y en a quand même pas mal au final, c'est toujours surprenant.
surprenant. Mais voilà, c'est intéressant, donc allez vous inspirer. Ok, ensuite, prochain sujet. Qu'est-ce que je vous ai préparé? Ah oui, le sujet coup de gueule. Alors, on est dans la continuité de devenir dev. Donc là, on a montré les différents parcours possibles. Autre sujet, donc le sujet coup de gueule, il faut que je le retrouve. Où est-ce qu'il est celui-là? Oh, on va l'ouvrir directement. Un message, même plus que ça, un thread, ou même encore plus une histoire, partagée par quelqu'un qui a tenté de se reconvertir dans le dev, un chauffeur de bus, donc B. Hornigold, Mark Landers. Appelons-le Mark, puisqu'après tout, c'est son pseudonyme. Qui raconte son histoire, et notamment la partie où il est chauffeur de bus. Je suis désolé si je déforme l'histoire, au pire allez le voir, hein, ce sera encore précis, je vais essayer de la raconter correctement et lui faire honneur avant de donner mon petit coup de gueule. Donc Marc raconte qu'il était chauffeur de bus et qu'il en a fait un petit peu le tour, pas forcément bien payé, etc. Et qu'il s'est dit qu'il allait se lancer dans le dev, envie de faire autre chose, envie d'apprendre. Donc il se lance et il fait une formation courte, la 3W Academy, une formation en 3 mois nommée développeur intégrateur web. Donc il raconte à quel point il est content, voilà, il fait son truc. Il arrive à entamer sa formation, à être subventionné grâce au fonds Gestif. Alors là, je suis désolé, je connais pas tout, je suis pas super à l'aise dans tout ce qui est aide, etc. Mais j'ai l'impression que c'est une aide de l'État, etc. Bon, bah ok, c'est cool. Il commence, et là, bon, on va pas dire toute l'histoire, je vais essayer de la faire en détaillé. C'est pas ça qui m'intéresse là, enfin si, c'est intéressant, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Mais surtout, il raconte que bah voilà, c'est compliqué, il a pas été au bout. Alors, l'erreur qu'il a fait, à mon sens, hein, c'est qu'il a fait un abandon de poste par rapport à son ancien poste. Quoi qu'il en soit, voilà, bah, il essaye, il trouve, je crois, un stage ou une première boîte. Un stage dans une boîte qui le paye pas, qui lui fait faire des choses. Donc il accepte de bosser sans salaire. Ne faites jamais ça. Ok, ça a l'air facile dit comme ça, mais ne faites vraiment jamais ça. Sauf si vraiment le deal il est clair, c'est qu'il y ait de faire de l'image, de choper un nom à la rigueur, mais il faut que ce soit écrit noir sur blanc, parce que sinon ça peut se retourner contre vous. Donc là, apparemment, ça s'est retourné contre lui. Bref, en septembre 2007, pas de salaire, pas de formation. Ouais, en passage, il a pas validé sa formation parce qu'il pensait être bien lancé, et voilà, il a peut-être fait preuve de dilettantisme là-dessus. Quoi qu'il en soit, ça avance. Donc si j'avance rapidement, voilà, il va continuer comme ça. Finalement, en 2018, il reprend un emploi en tant que chauffeur de bus, un peu la mort dans l'âme. Il va continuer, finalement, il va aller au bout de sa formation en janvier 2021. Et aujourd'hui, du coup, on en arrive à janvier 22. Là, je vous l'ai fait en très accéléré, mais aujourd'hui, il est toujours conducteur de bus, et il a pas 5 ans après, il a toujours pas sa formation. Il raconte que parmi les choses qu'il a pu relever, bah, c'est qu'il y a des trous. Il y a des trous dans son CV. Sa formation, il a passé du temps à la passer, à la valider. Du coup, les recruteurs sont pas rassurés. Et par rapport à tout ça, bah, c'est compliqué, et il est extrêmement déçu de ne pas avoir réussi sa conversion. Donc là, on a un exemple de conversion ratée, ou pour l'instant avorté, et c'est compliqué. Moi, ça me touche. Je trouve que c'est un sujet qui est compliqué, et le fond de l'affaire, c'est pour ça que j'ai liké ici, c'est la conclusion du truc, c'est que Marc estime, et je partage avec lui pour côtoyer pas mal de gens, pas mal de choses par rapport à tout ça, c'est qu'il estime, en vrai je suis super sérieux là, c'est qu'il estime qu'on vend beaucoup trop de rêves aux développeurs. Alors effectivement, si on regarde les chiffres, il y a des études qui racontent qu'on manque de 600 000 postes de développeurs en France. C'est énorme. Sauf que le développement, vous le savez sûrement tous, hein, mais c'est extrêmement large. Il y a beaucoup de matière, beaucoup de choses à savoir, et on forme pas les développeurs comme ça. On les forme certainement pas en 3 mois.
En 3 mois, le mieux qu'on puisse faire, c'est vraiment de survoler des choses. Mais et encore, en 3 mois, on peut que survoler des technos. On peut même pas vraiment survoler des concepts. Et c'est là où on vend du rêve. Alors, je sais, j'ai pas été faire un état des lieux des différentes formations courtes. Honnêtement, je perdrais mon temps par rapport à tout ça. Mais je sais qu'il y a de plus en plus de formations qui surfent sur le CFP, les différentes aides, le fonds GESIF, etc. C'est devenu, ouais, Alex, c'est devenu un business incroyable, passé mi-2018-2019. Ouais, c'est terrible. Vraiment, c'est moi qui suis dedans et qui essaie d'accompagner des gens, je trouve ça vraiment, vraiment terrible. Et donc, comme il y a beaucoup d'aides, il y a un gros business bien juteux à se faire. Je crois que j'ai l'année dernière, hein. Tellement le sujet, il me tient à cœur. Et je doute pas qu'il y a certaines formations qui se lancent vraiment avec bonne conscience, prêtes pour aider les gens, mais derrière, faites pas des fausses promesses, vendez pas des formations qui permettront de trouver un job à 100%, avec un accompagnement, etc., en moins de 6 mois. En moins de 6 mois, tout ce qu'on peut faire, c'est à peine survoler de la techno, c'est être bon pour faire pas du copier-coller, mais pas si loin. Et ceux qui s'en sortent, là aussi, il y a dans les commentaires de l'histoire, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de gens qui racontent que finalement, ils ont, oh, j'ai pas vu tout ça, que finalement, ils ont réussi à s'en sortir, à réussir leur conversion, mais que en plus de la formation, ils cravachaient comme des chiens, vraiment, ils charbonnaient, ils lâchaient pas l'affaire. Et c'est, à mon sens, c'est la seule façon de rattraper le temps perdu. En 6 mois, on ne devient pas dev. Je pense qu'il faut minimum, aller minimum 1 an pour vraiment acquérir les fondamentaux. Un truc que je peux reprocher aussi aux formations, quand je regarde les différents programmes, c'est qu'il n'y a pas suffisamment l'accent, il n'est pas forcément suffisamment mis sur la partie appréhension des problèmes. Un des premiers trucs qu'on doit apprendre pour faire de l'informatique, c'est apprendre à apprendre, mais c'est aussi apprendre à appréhender les problèmes. C'est-à-dire comprendre le problème, comprendre les différentes variables, les différents ordres de grandeur, et derrière arriver à commencer à élaborer une solution. Et ça passe notamment par arriver à mettre en face des problèmes qu'on arrive à formaliser. La première chose, c'est des types de données, des structures de données qui vont permettre d'avancer sur le problème. Avant d'aller s'amuser avec du React et toutes ces choses-là. Donc vraiment, c'est vraiment la partie problème qui pour moi constitue une base. Et dans tous les programmes que j'ai pu voir, je vois pas tout ça. C'est vraiment la partie pédagogique de l'informatique, enfin, ouais, qui permet vraiment de comprendre toutes les contraintes, tout un contexte et toutes ces choses-là. Je trouve que c'est survolé, alors que c'est la base de la base. C'est en ayant compris un problème qu'on peut apprendre et qu'on peut commencer à comprendre et faire émerger des solutions. Et tous ces trucs-là, on les voit pas. À titre personnel, tiens, Dave qui est parmi nous, j'accompagne depuis 1 an maintenant plusieurs personnes, une en particulière. Sur l'initiative de Shirley, j'accompagne plusieurs personnes en tant que mentor. Donc j'ai pu rencontrer 4 personnes en reconversion. Et de ce que j'ai pu voir, alors 4 c'est pas beaucoup, mais de ce que j'ai pu voir, c'est qu'on retrouve quand même sensiblement, même si les parcours et les histoires sont différentes, on retrouve les mêmes, je dirais, lacunes, qui sont des bases un peu friables, pas forcément bien solides. On manque cette approche problème, les personnes qui n'arrivent pas à comprendre rapidement et complètement un problème. On retrouve un manque de maîtrise sur les types de données, sur la façon d'organiser des solutions. En vrai, c'est toujours plutôt simple, c'est toujours la même chose, hein, c'est toujours la partie input, traitement, output, mais ces choses-là, on ne les voit pas à l'école. On voit pas non plus toute la partie méthodo. Alors, tout ce qui est TDD, Extreme Programming, je pense que les mots, ils sont survolés peut-être un quart d'heure sur 3 mois de formation. Alors qu'en vrai, quand on est jeune développeur, je pense qu'on va faire la différence sur tous nos soft skills. Qu'on soit en reconversion ou vraiment sorti d'école, hein, ce sera tout le temps la même chose. On va faire la différence sur notre curiosité, notre capacité à apprendre, notre capacité à vouloir aussi, sur notre capacité à comprendre les problèmes. Et tout ça, à mon sens, de ce que j'ai pu voir au travers de différents parcours, au travers des différentes formations que j'ai regardées, tout ça, c'est survolé ou c'est pas du tout abordé. La différence, elle est ici. Voilà, pareil sur l'outillage. Ah ouais, l'outillage, là aussi, tout ce qui sert à collaborer, Git,
Quoi d'autre? Debug, même les consologues, il y a la méthode console, enfin l'objet console, il est surpuissant. On pourrait faire des console tables, des consoles start date et compagnie. Il y a toutes ces choses-là de console time, toutes ces choses-là qui sont intéressantes à apprendre. Et ça, je crois pas que ce soit suffisamment et correctement abordé. Bref, ça c'est sur le contenu de ces formations-là. Il n'y a pas que le contenu. Dans les promesses qui sont faites, c'est que on va vous accompagner, vraiment, on va vous prodiguer un vrai accompagnement. Et dans les faits, les gens qui ont raté leur conversion avec qui j'ai pu discuter, bah, ils ont à chaque fois exprimé, regretté que finalement l'accompagnement il était pas si réel et qui se sont rapidement trouvés démunis. On leur donne 3-4 noms de quelques boîtes, mais ça s'arrête là et les personnes en vrai, elles sont démunies. Donc là aussi, c'est une fausse promesse. Après, il y a une dernière chose par rapport à tout ça, c'est que oui, le marché, il demande des postes. En vrai, je suis sûr que je dis rien de nouveau, que vous savez déjà tout ça, mais bon, voilà, ça, peut-être qu'on va l'entendre à nouveau. Enfin, c'est un message qui est important à mon sens. Et donc, au niveau des boîtes, oui, on manque de 600 000 postes, mais sur la plupart des postes, on demande des compétences déjà confirmées. Et c'est pas simple. C'est pas simple. Moi, à titre perso, j'ai mis du temps avant de faire confiance à des profils en reconversion. J'admets, j'avais vraiment beaucoup d'appréhension. Finalement, aujourd'hui, chez Pix, je crois qu'on a un quart de profil en reconversion. Alors là, peut-être que je dis une bêtise, peut-être que c'est qu'un cinquième sur les 40 personnes, mais ça commence et honnêtement, alors ça marche pas tout le temps. Oui, effectivement, on a eu quelques échecs, quelques rares échecs sur les 8 ou 9 personnes qu'on a prises. Il y a dû y avoir 2 personnes avec qui c'est mal passé. Mais en vrai, pour le reste, on a des personnes qui sont ultra motivées. Certaines en plus avaient déjà pas mal de vécu à côté. Je pense à quelqu'un qui était capitaine d'une flotte de bateaux restauration sur la Seine. Donc la personne, elle était, elle avait l'habitude de gérer jusqu'à 300 personnes sur un bateau. Si elle fait sur le bateau, bateau est cool. Enfin, c'est assez dramatique. Et donc on a des gens qui ont un vrai parcours qui est intéressant et qui peuvent progresser rapidement. Et ça, faut pas l'oublier. Bref, le marché, il y a 600 000 postes, mais le marché, est-ce qu'il est encore prêt? Il est en train je pense qu'il est en train de comprendre qu'il faut aller vers ce type de profil, mais il y a encore de la marge pour combler tout ça. Voilà. Petit commentaire, il y a des parcours reconnus qui n'ont pas de module sur les structures de données, même en école. Oui, effectivement, je dis pas non plus que les écoles d'ingénieurs c'est parfait. Moi, après, je raconterai justement tout à l'heure mon parcours, j'ai fait l'EPITA. Là, pour le coup, on s'en bouffe de la théorie. Peut-être un petit peu trop pour certains. Moi, ça fut douloureux, mais je pense, aujourd'hui, honnêtement, avec le recul, je suis content d'avoir eu ces bases-là. Ça a commencé à me servir au bout de 10-15 ans après, quand vraiment on commence à taper des problématiques un petit peu pointues et qu'on est tech lead et il faut assurer. Et donc, c'est bien d'avoir les bases. Daviani et des formations qui ne sont pas à jour également. Ah oui, c'est aussi ce que raconte le fameux Marc dans son histoire, c'est qu'au bout de 3-4 ans, on lui dit que sa formation elle est désuète. Et donc c'est dommage. Cependant, je pense qu'en tant que développeur reconverti, un développeur a aucun crédit avant un minimum à avoir 1 voire 2 ans d'XP. Ça dépend, disons qu'on commence à... Ouais, je dirais qu'il faut 18 mois, ouais. 18 mois et après, c'est comme tout, l'expérience. Quelqu'un qui a fait 2 ans d'expérience vraiment, on va dire haut de gamme, ou à se mettre à sortir de la zone de risque, à vraiment apprendre, à vraiment aller dans le détail des technos, des problèmes, etc., aura sûrement en vrai une expérience beaucoup plus bankable que quelqu'un qui a fait 10 ans de la même chose dans une boîte un peu pépère, une équipe un peu pépère, tout ça. Il y aurait des choses à dire sur les formations express de data scientist aussi. Je connais pas du tout, mais j'imagine que c'est même délire. Les recruteurs ne regardent que le nombre d'années. Ouais. J'ai envie de te dire que c'est pas faux. Est-ce que c'est faux? Mais non, mais c'est en train de changer. En tout cas, j'espère que nous, on fait mieux qu'avant. Et voilà. Les technos. Ouais, effectivement. Bref, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Mais voilà, le témoignage donc de Mark Lander, c'était l'occasion de revenir dessus, en espérant à ma maigre échelle faire un petit peu bouger les choses. Et puis voilà. Alors, autre sujet. Quoi d'autre? Bon, alors rien à voir. Un sujet qui n'a rien à voir. Un sujet. À chaque fois, j'essaie d'aborder un sujet un peu start-up, French Tech, machin truc, parce que
parce que voilà, c'est histoire d'avoir sa petite culture globale et que c'est toujours des histoires intéressantes. Alors, ces 2 dernières semaines, on avait annoncé des bonnes nouvelles. Là, ça va être une mauvaise nouvelle. Je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a l'entreprise Sigfox qui a été placée en redressement judiciaire. J'imagine que pour beaucoup d'entre vous, vous connaissez pas forcément Sigfox. Sigfox, c'était l'un des pionniers ou un des, comment on appelle ça, je sais plus c'est quoi le terme exact, mais une des premières grosses boîtes de la French Tech qui envoyait des paillettes à tout le monde. Sigfox, c'est un... Ah, où est-ce que j'ai ce truc-là? Allez, c'est cet onglet-là. Pardon, je vous l'affiche. Bon, là, voilà, là aussi, il faudra que je mette les liens. Le jour où j'arriverai à être assez courageux, à faire le montage, etc., le chapitrage, tout ça pour mettre sur YouTube. Mais quelle galère. Quelle galère. Bref, Sigfox. Je vais pas faire tout l'article. J'aime bien cet article, il était vraiment... Celui-là... Je sais pas si le plus... Ouais, si celui-là était plutôt complet, mais je vais vous faire l'histoire. Après, là aussi, petite analyse. J'ai été creuser pas mal de documentation, etc. C'est pas toujours très fun, mais l'histoire est intéressante. Sigfox, donc, c'est un opérateur de télécommunications française créé en 2009 par deux ingénieurs français. C'est un spécialiste de l'IoT, donc les objets connectés, etc. C'est, comme je disais, l'un des pionniers et un des fleurons de la French Tech. Notamment, ils ont eu un gros coup de projecteur quand ils ont réussi à faire une belle levée de fonds de 280 millions. Alors, je sais plus exactement quand est-ce que c'était, peut-être autour de 2015, je pense. Une de leurs caractéristiques, c'est que ils ont, dans leur stratégie de déploiement, voilà, ils ont beaucoup misé sur l'IoT et notamment, ils ont monté pour bien faire marcher, pour que tout ça roule. Leur stratégie, c'était de monter un réseau, ce qu'ils ont appelé le réseau, c'était un réseau bas débit, un réseau 0G, pour connecter les objets via Internet. Ça, c'était leur stratégie. Donc, on voit que c'est du hardware. Ils ont réussi à truster le marché à un moment donné. Enfin, vraiment, ils avaient réussi à prendre des grosses parts de marché. Tout roulait. Dès qu'on parlait de French Tech, on voyait souvent Sigfox qui était pas très loin. Voilà, c'est encourageant, c'est cool. Sauf que récemment, ils ont été placés en redressement judiciaire. Pourquoi? Plusieurs raisons sont évoquées. Alors, il y a eu un communiqué de presse de la part du président. Première raison invoquée, c'est C'est quoi ces pubs? Désolé pour les pubs dégueulasses à l'écran. Première raison invoquée, c'est le Covid-19. Alors, pour plusieurs raisons. Le Covid-19 a freiné le déploiement et le développement de l'IoT dans le monde. Tout simplement, les gens achetaient sûrement moins de choses, etc. Mais pas que. Autre raison qui découle du Covid-19, c'est la crise des matériaux électroniques. Donc il y a pénurie, hein, vous n'êtes pas sans le savoir. Et forcément, s'il y a pénurie de matériaux, il y a moins de facilité pour créer des objets connectés, et donc ils se vendent moins, etc. Et donc c'est d'autant plus compliqué pour Sigfox, dont la principale source de revenus, c'était vraiment de l'hardware. Ils vendaient principalement un réseau, donc du hardware, des objets basés dessus. Et à partir du moment où on vend plus d'objets, il n'y a plus d'hardware qui se vend, c'est compliqué pour faire du revenu. Mais en vrai, il n'y a pas que ça. Ça, ils s'en étaient déjà rendu compte avant que d'avoir une stratégie, d'avoir un business model basé sur l'hardware, c'était pas le délire. Ils ont commencé à entamer un pic en termes de stratégie et ils se sont dit que la meilleure solution, c'était de commencer à vendre du service, accompagnement, etc. Ce qui était, je pense, avec du recul, une bonne chose. Le problème, c'est qu'ils ont manqué de temps. Et pour pouvoir mettre en place une stratégie basée sur le service, pour pouvoir mettre ça en place, ils ont planifié de vendre le réseau qu'ils avaient commencé à faire émerger depuis 10 ans. Donc il faut voir, en 10 ans, ils ont accumulé un réseau, vraiment des infrastructures en propre, en Allemagne, en France et aux États-Unis, je crois. Et pour pouvoir recentrer toute leur activité sur les services, il fallait d'abord qu'ils vendent leur réseau. Sauf que, comme je disais, 2019, Covid, tout ça, ils n'ont pas réussi. Les investisseurs, ils étaient très frileux, ils n'ont pas réussi à vendre. Donc, nouvel effet Covid, ils n'ont pas pu pivoter suffisamment vite et fort.
Mais c'est pas tout. Et plus on creuse et plus on se rend compte qu'il y a d'autres raisons. Et là, et là, ça devient encore un peu moins glorieux. Encore une fois, hein, je veux pas taper dessus. Je préfère quand les boîtes françaises elles marchent bien, mais bon, l'histoire est intéressante. Là aussi, leur stratégie première qui était de développer tout un réseau 0G, bah, ça prend du temps et malheureusement, c'est qu'entre-temps, il y a d'autres technos plus performantes, moins coûteuses, plus efficaces qui sont apparues. Comme LoRa ou NB-IoT, qui à force ont fini par les dépasser. Et là aussi, une première stratégie basée sur l'hardware qui n'a pas fonctionné. Donc des nouveaux concurrents bah, qui bouffent le marché, ça fait mal. Et dernière chose que j'ai prouvé aussi, alors là, voilà, ça va prendre avec des pincettes, mais le management a été aussi très décrié avec un management qualifié de brutal. C'est pour ça que le fondateur de Sigfox s'est vu remplacé par son homologue, par le président directement américain, qui n'a pas non plus réussi à redresser la barque. Ah, voilà. Bref, ça fait un paquet de raisons qui font que finalement Sigfox, qui était un fleuron de la French Tech, aujourd'hui est placé en redressement judiciaire. Ça veut pas dire que c'est la fin de l'aventure, mais quand même ça sent pas très bon. Quoi qu'il en soit, moi tout ce que je leur souhaite, c'est vraiment de s'en sortir, de redresser la barre, parce qu'on préfère avoir des boîtes qui réussissent que ce genre de choses. Mon avis dessus, c'est que, ah oui, dans les choses intéressantes, dans les détails, c'est que en 2018, Sigfox a refusé une offre de 1 milliard. Bon, bah voilà, c'est dommage, c'est un petit peu dommage. Avec du recul, c'est facile de dire ça, mais bon, voilà. Et quoi d'autre? J'avais aussi... Ah ouais, et puis je voulais revenir comme la semaine dernière hein, sur les levées de fonds. Donc là, voilà, on s'est levé de fonds de 281 millions. Longtemps, elle a été vue comme une des boîtes partie des premières licornes. Bah finalement, non. Et ça, c'est encore une fois, hein, c'est le problème que je mets derrière les levées de fonds. C'est que c'est beaucoup d'argent d'un coup. On ne sait pas forcément comment bien l'utiliser. Moi, demain, vous me passez 1 milliard, enfin, même 200 millions, je ne saurais pas quoi en faire. Je pense que j'utiliserai mal, même si j'ai envie de faire bien. Donc, c'est pas simple. Il y a quoi d'autre sur les levées de fonds? Oui, ça génère beaucoup de... C'est trop virtuel à mon sens. Mais bon, encore une fois, je préfère des croissances plus organiques, avec des contrats sûrs et assurés, avec du MRR ou du monthly recurrent revenue ou de l'annual recurrent revenue, des choses plus concrètes. Voilà. Bref, bon courage aux équipes de Sigfox. Mais sinon, hein, pour finir sur une note positive, j'ai aussi regardé, du coup, j'ai comparé en 2018, il y avait 5 licornes. Aujourd'hui, il y en a 26. Voilà, c'est intéressant. C'était un petit chiffre comme ça que je peux glisser au débeauté. Ça fait toujours plaisir. Ah, j'avais pas vu Souderadef, perso, c'est une histoire que j'ai envie d'entendre. Ah, Dave, bah, pardon, j'avais pas vu ce commentaire. Bah écoute, on va attendre un petit peu, mais pas forcément très longtemps. Mais avec plaisir, je t'invite sur le plateau. Sur le plateau, bluff. Je t'invite sur la chaîne et puis tu nous raconteras ton histoire. Sachant que pour ceux qui ne le savent pas forcément, Daviani, c'est la personne que j'accompagne vraiment depuis un peu plus d'1 an. On a fêté notre anniversaire récemment à distance, mais voilà. Et on aura peut-être des bonnes nouvelles à annoncer, mais on va pas trop se projeter, vraiment. Voilà. Tant qu'il n'y a rien n'est fait, je préfère rester prudent, mais c'est encourageant. Salut. Et gros bravo à Daviani, là je te le dis publiquement devant tout le monde, mais je sais que tu lâches pas l'affaire, c'était pas simple. Des fois je t'ai pas épargné, loin de là, mais voilà, ça fait le taf et puis on va voir. On tiendra les gens au courant, ce sera le petit fil rouge dans les semaines qui viennent. Alors, autre sujet. Putain, il faut vraiment que je m'achète un bureau là, je suis en train de me péter le dos. Alors, rien à voir. On revient de la tech. Highlight. On va fermer cet onglet. La sortie de Git 2.35. Un outil qu'on utilise quasiment tous au quotidien. Donc une nouvelle version, la 2.34, je sais pas quand est-ce qu'elle était sortie.
En vrai, le plus important par rapport à ce point qui ira assez vite, c'est que ce sera de retrouver aller sur le blog de GitHub qui répertorie bien les nouveautés contenues dans cette version 2.35. En vrai, je note pas grand chose. Il y a quelques petites perfs autour de certains modes de diff. Donc, ils ont rajouté des modes pour faire des git diff ou des git merge aussi. Mais j'ai pas vu grand chose de cocasse. Mais ça m'intéresse de le mettre à l'honneur pour montrer à quel point Git continue d'être actif. Il est plus actif que jamais. En vrai, on a régulièrement des nouvelles releases qui sortent et je trouve que ça fait plaisir pour un outil qui est aussi crucial et aussi quotidien pour un certain nombre de personnes. Donc voilà, je vais pas vous montrer. Ouais, il y a un Git Stash, il y a des facilités dans Git Stash avec l'option moins staged. Euh, pff, voilà. Si, meilleure intégration d'OpenSSH. Oui, pour les gens. Ah, si, en vrai, c'est ça. C'est le truc qui m'intéresse le plus en termes de sécu. Enfin, de sécu. Le vrai gain, c'est pour les gens, bonne pratique, qui changent régulièrement leur clé SSH. Désormais, grâce à Git 2.35, ce sera plus facile pour eux de gérer la régénération des clés. Il faut aller voir le détail. Là, je l'explique très mal et très vite. Mais c'est pas grave. Ensuite, on va finir sur cette partie revue. Sur quoi? Est-ce que je parle du partage de StackFR? Non, on va pas en parler là. Allez, on va finir sur un petit follow-up qui sera un petit peu plus conséquent. Alors cette fois-ci, je vais vous descendre les notes. J'ai eu des retours comme quoi il fallait mieux que j'évite de spoiler, effectivement, mais là, je pense que ce sera plus simple à suivre pour vous. Donc, oh non, à chaque fois ça fait ça, c'est relou. Vous allez voir, je m'y prends vraiment n'importe comment pour les notes, mais pas de souci. Avant de passer au sujet CTO. Alors, petit follow-up. Première fois pour moi ici, je suis puceau. Bienvenue Beboog, je te l'ai déjà dit en plus. Alors, ça y est, j'ai obtenu, grosse nouvelle pour moi, j'ai obtenu, ça y est, mon numéro de sirène, et donc de sirette. Petit récap, là ça fait quoi? Ça fait 3 semaines maintenant que j'ai fait une première demande de... J'espère qu'il y a rien de compromettant dans les trucs. Donc pour la refaire courte, ça fait 3 semaines que j'ai fait ma demande de création de micro-entreprise avec le statut auto-entrepreneur. Si la demande via le formulaire en ligne a été plutôt simple et rapide, finalement il y a eu une petite aventure vite fait, ça reste de l'administration française, mais grâce à Twitter, on s'en est bien sorti. Quoi qu'il en soit, comme la personne qui m'avait dépatouillé, elle me l'avait indiqué, effectivement, 2 semaines après, j'ai enfin reçu, 10 jours après, j'ai enfin reçu mon papier de l'INSEE, l'Institut national, je sais jamais, bref, qui gère l'annuaire des entreprises, entre autres. J'ai reçu le papier de l'INSEE me disant que ça y est, j'ai un numéro de sirène et de sirette qui m'ont été attribués. Le numéro de sirène, c'est le numéro unique d'entreprise, et le sirette, ça va être, donc c'est un numéro en 9 chiffres, et le sirette, ça va être, c'est plus un numéro d'établissement, donc j'imagine qu'une entreprise peut avoir plusieurs sirettes. Et donc moi, en tant que micro-entrepreneur, j'ai une entreprise avec une localisation, donc j'ai un sirette, et mon sirette, il est composé des 9 chiffres du sirène, plus 5 chiffres qui indiquent quoi? J'imagine que ça va être je sais pas ce que ça indique. J'ai le 00018, comme pas mal de monde. Bref, j'ai ces numéros. Ces numéros, ils sont Institut national de la statistique et d'études économiques. Merci Dave. Et donc, avec ces numéros, voilà, ça y est, ça veut dire que j'ai une entreprise et qui est référencée. J'ai commencé à regarder pour la suite, vu que je suis en tant que micro-entrepreneur. Ça va être plutôt simple. Je crois que j'ai pas trop de démarches pour la suite à faire. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Je vous donne tout. Je fais exprès d'afficher tout le détail
pour ceux qui se demandent comment faire, je crois qu'il y en a 2-3 qui se tâtent et qui aiment bien me suivre et me voir galérer à créer tout ça. Voilà, si ça peut aider des gens. Alors, ensuite, j'ai installé l'application mobile Ursaf. Ouais, donc apparemment, il y a une application mobile qui permet de faire ces déclarations que je devrais faire tous les mois, même si j'ai 0 €. Sauf que pour l'instant, même si j'ai un numéro de sirène et de sirette, je peux pas encore me connecter. Apparemment, tout n'est pas encore validé. Je sais pas pourquoi. Si vous savez, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Et voilà. Quoi d'autre? J'ai fait une demande d'ACRE, mais comme j'avais pas mon numéro de sirène, elle m'a été refusée pour le moment. Va falloir que je relance le main. Ça va être chiant, mais on va le faire. Et dans les choses, comme pour l'instant, je déclare 0 revenu, tout ça, bah, ça me fait des paperasseries à faire en moins. Quoi qu'il en soit, dans le même temps, je me suis créé un profil sur Malte. J'ai pu aujourd'hui renseigner mon sirène, mon sirette, foutre mon IBAN, donc renseigner mes informations bancaires. Là, on n'est pas trop mal. Le seul truc qui va me manquer, en gros, c'est des recommandations, je pense. Voilà. Voilà où est-ce qu'on en est en termes de follow-up. Et donc, à partir de maintenant, je pense que je peux commencer à facturer. Et c'est cool. Au final, bah, je pense que ça m'aura pris moins d'1 mois. Vraiment, ouais, j'ai dû faire ça la première semaine de janvier. Et en moins d'1 mois, sans trop se prendre la tête non plus, on peut monter son entreprise. Tu peux résumer vite fait ton objectif en te mettant en auto-entrepreneur pour les newbies, activité temps plein ou complémentaire. Ouais, commentaire de Final Spy 76. Et après, je réponds au deuxième commentaire. Donc, l'objectif pour moi, bah, c'est de me faire un petit complément d'activité. En vrai, il y a 2 choses. L'activité principale, ce sera de faire du conseil en informatique. C'est l'activité principale que j'ai renseignée. C'est celle-ci qu'il faut renseigner si vous voulez pas vous faire piéger et perdre 2 semaines bêtement. Et donc, l'objectif, bah, c'est de pouvoir intervenir de plusieurs façons. Soit faire des petites missions de freelance qui ne dépasseront pas les 16 heures par semaine. En gros, je suis prêt à y consacrer un samedi de temps en temps, toutes les 2-3 semaines. Et sinon, l'idée, c'est que je suis capable de prendre du temps et de passer 2 heures le soir par jour. Donc voilà, j'ai estimé comme ça que j'avais entre 12 et 16 heures à consacrer à des petits projets à côté. Donc ça, c'est si jamais je veux faire du dev, mais je compte, voilà, je suis ouvert à plein de choses, j'ai pas mal d'expérience sur pas mal de sujets. Et j'ai aussi prévu, il y a aussi de l'intérêt de la part de contacts. J'ai aussi prévu d'intervenir au sein de startups ou de boîtes qui veulent se monter en tant que conseiller technique. Donc là aussi, je vais pouvoir faire facturer ce genre de choses. Et ça peut être d'avoir une structure véritable, ça peut être intéressant. Troisième chose, c'est par rapport à l'activité sur Twitch, Twitter, YouTube et toutes ces choses-là. Là aussi, si je vois que ça devient un petit peu sérieux, si jamais d'aventure. Pour l'instant, j'ai gagné 2,16 €, 2,18 € en 6 mois d'existence. Mais voilà, si d'aventure il se passe un truc, bah, je préfère avoir un véhicule financier ou statutaire, administratif pour porter ça, pour vraiment bien décorréler le pro du perso. D'ailleurs, je pense que ça rejoint la question de Dayani, c'est ton compte en banque perso que tu as rajouté? Pour l'instant, ouais, mais dès que je vais passer si d'aventure je touche plus de 10 000 € en 2 ans, là je serai obligé de créer un compte bancaire professionnel par rapport au statut micro-entrepreneur. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Final Spy. Parce que bon, auto-entrepreneur en conseil info, t'exploites très vite des plafonds, effectivement. C'est vraiment une activité annexe, hein, sauf si c'est un business complémentaire, temps partiel, une autre activité. Exactement, c'est exactement ça le délire. Et si rien ne se passe, comme c'est le cas à peu près jusqu'à maintenant, et bah c'est pas grave. Oui, d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé depuis que je suis sur Malte? Bah, pas grand-chose. Je pense vraiment que le fait de pas avoir renseigné toutes les informations, ça fait que j'étais pas forcément bien référencé. Et surtout, il me manque des missions, il me manque des références, que ce soit externes ou via la plateforme. Tant que j'aurai pas ça, ça va être compliqué. Aussi, je me suis mis en 2/5, donc ça va être compliqué. Je vais être moins bien référencé que d'autres personnes.
Bon, bah voilà, hein, au moins ça permet de tester, le truc il est là, et puis on verra. Je pense que ce qui va marcher le mieux, comme d'hab, ça va être le réseau. La magie du réseau, comme d'hab. Voilà pour la partie information, revue d'actu. Si vous avez des choses à dire, des informations qui vous ont paru importantes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire potentiellement. J'en ai entendu parler, ou on pourra creuser. Ce sera toujours intéressant. Pareil, hein, pour les prochaines fois, n'hésitez pas à me pinguer en MP sur Twitter si vous avez, si vous avez envie que j'aborde des choses, que je creuse des sujets, tout ça, tout ça. Je le ferai avec grand plaisir.